La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, nous avons naturellement un jugement favorable sur votre personne, connaissant votre... Chers collègues, vous sortez rapidement pour ceux qui veulent sortir, pour que nous puissions écouter attentivement Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg. S'il vous plaît. Bien, merci Monsieur le Président. Je disais à Monsieur Valls que nous avons naturellement un jugement favorable sur sa personne, connaissant son énergie, sa volonté, sa détermination à agir, des qualités très utiles en temps de crise. Mais ce qui importe surtout, c'est la ligne qui sera suivie, la politique qui sera menée. Il se trouve que nous nous connaissons maintenant depuis longtemps. Cela m'autorise sans doute à vous parler avec solidarité, mais aussi avec sincérité, avec franchise, comme je l'ai fait hier quand vous m'avez reçu à Matignon comme président du groupe RRDP. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas oublier le résultat des municipales et sa signification. Dans son allocution du 31 mars, au lendemain de celle-ci, le chef de l'État dressait le constat suivant. « J'ai entendu votre message, il est clair. Pas assez de changements et donc trop de lenteur. Pas assez d'emplois et donc trop de chômage. Pas assez de justice sociale et trop d'impôts. » Ce constat, comme le vôtre d'ailleurs, est évidemment exact. En effet, à côté de la poursuite du redressement des finances publiques, il faut répondre bien davantage aux préoccupations principales des Français, c'est-à-dire l'emploi, le pouvoir d'achat, la pression fiscale, les difficultés de la vie quotidienne. Alors, ce nouveau gouvernement incarne-t-il effectivement le changement ainsi annoncé? Dans sa composition, on l'a dit, le renouvellement n'existe guère. En fait, à seulement 2 exceptions près, les ministres d'aujourd'hui appartenaient déjà au gouvernement d'hier. Ce sont d'ailleurs des hommes et des femmes de qualité. Mais la nouvelle équipe apparaît comme la reproduction fidèle, comme la copie conforme de l'équipe précédente, sans renouveau ou presque. Alors, si l'équipe ne change pas, qu'au moins change la politique menée dans certains domaines, conformément au message adressé par les électeurs. Sinon, cela apparaîtrait comme un déni du résultat des municipales ou comme une méconnaissance des attentes exprimées par le suffrage universel. Ce qui change, en tout cas, c'est la situation parlementaire, avec une nouvelle donne à l'Assemblée nationale. Le gouvernement précédent, dirigé par Jean-Marc Ayrault, à qui je veux moi aussi rendre hommage, le gouvernement précédent pouvait s'appuyer sur 3 groupes parlementaires représentés au gouvernement, les groupes socialistes, radical et écologiste. Désormais, la situation n'est plus la même. Le groupe socialiste compte aujourd'hui 291 députés, ce qui est considérable, mais ce qui le situe seulement à 2 voix de plus que la majorité absolue. Par ailleurs, en son sein, certains élus émettent, ce qui est légitime, des réserves qui peuvent retentir sur leur vote. De leur côté, les Verts ayant quitté le gouvernement, les votes du groupe écologiste deviendront sans doute plus aléatoires, moins prévisibles. Enfin, il y a notre groupe, radical RRDP, dont les voix pourront être déterminantes pour l'issue de tel ou tel scrutin législatif. Dans ce nouveau contexte parlementaire, le fait d'atteindre ou non la majorité dépendra souvent des votes des députés de notre groupe. Je pense que le gouvernement en a conscience et qu'il agira en conséquence,
en étant attentif à nos positions et réceptif à nos propositions. Le PRG participant à l'équipe ministérielle, notre groupe, dans sa quasi-totalité, accorde sa confiance au gouvernement, mais il s'agira d'un soutien lucide et réfléchi dans l'examen des divers projets de loi. Nous nous prononcerons texte par texte, cas par cas, sans vote automatique ni mécanique. Il convient d'ailleurs, d'une manière générale, que le Parlement retrouve davantage d'influence, de liberté, par rapport à l'exécutif, qu'il y ait rééquilibrage entre les institutions, en rompant avec certaines pratiques hégémoniques de la Ve République, qui pouvaient se résumer ainsi: le gouvernement décide, le Parlement exécute. Or, pour l'essentiel, malgré la révision de 62 et l'élection du président au suffrage universel, la Constitution a établi un régime parlementaire où le gouvernement a besoin du soutien, de la confiance de l'Assemblée nationale et est responsable devant elle. Dans un tel cadre, le gouvernement doit agir en interaction, en concertation étroite avec sa majorité. L'un et l'autre doivent travailler ensemble en amont des textes. L'un et l'autre doivent dialoguer pour s'accorder. La confiance ne se décrète pas, elle se construit. Notre pays est confronté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, à des choix majeurs qui engagent durablement son avenir. Ces choix doivent s'effectuer dans la transparence, comme le voulait Pierre Mendès France, auquel vous avez fait référence et qui était radical. Ces choix doivent s'effectuer dans la transparence en disposant de toutes les précisions nécessaires sur les principaux enjeux. D'abord sur le pacte de responsabilité, qui initialement, je le crois, devait être l'objet d'un engagement de responsabilité séparé. Pour combattre le chômage, il est normal de soutenir les entreprises et d'alléger leurs charges, mais ce pacte qui porte globalement sur 30 milliards d'euros avec le crédit d'impôt compétitivité emploi ne peut évidemment pas ressembler à un blanc-seing accordé aux entreprises qui l'utiliseraient à leur gré, à leur convenance, sans parfois embaucher ou investir davantage. Ce pacte, ce contrat doit comporter des obligations réciproques. Il doit s'accompagner de contreparties précises, comme l'a souligné le président de la République dans sa conférence de presse du 14 janvier dernier, en déclarant ceci: ces contreparties doivent être définies au niveau national et déclinées par branche professionnelle. Elles porteront sur des objectifs chiffrés d'embauche, d'insertion des jeunes, de travail des seniors. Un observatoire des contreparties sera mis en place. Où en est-on aujourd'hui de la définition précise de ces contreparties et comment fonctionnera cet observatoire des contreparties? Deuxième point, le 31 mars, le chef de l'État a parlé pour la première fois d'un pacte de solidarité qui comporterait notamment, je le cite, une réduction des impôts des Français et une baisse des cotisations payées par les salariés. Sur le second point, vous avez donné toutes les précisions nécessaires. Sur la réduction fiscale, peut-être moins de précisions, sauf en ce qui concerne la fiscalité des entreprises. Donc il serait tout à fait utile de savoir ce que cette réduction fiscale comportera. Ce pacte de solidarité, disait le président de la République, a 3 piliers. Le troisième, on vient d'en parler. Les 2 premiers, l'éducation et la santé. Donc il ne faudrait pas que soit contradictoire, d'une part, ce désir de privilégier la santé et, d'autre part,
des mesures d'économie sur les dépenses d'assurance maladie qui pourraient être trop fortes. Troisième point, l'objectif de réduction des dépenses publiques de 50 milliards d'euros en 3 ans. Comment cet effort, qui est évidemment louable dans son principe, mais considérable, sera-t-il réparti entre l'État, les collectivités territoriales et la sécurité sociale? Dans quelle proportion? Selon quelles modalités? Notamment afin de maintenir notre modèle social. Enfin, dernière question, la réduction du déficit public à 3% du PIB en 2015. Si ce carcan, si ce calendrier trop rigoureux est maintenu, il risque de déprimer l'activité économique et de fragiliser la croissance déjà modeste, comme dit l'INSEE lui-même. Bruxelles nous a déjà placés sous le régime dit de surveillance renforcée. Le commissaire aux affaires économiques, Olli Rehn, multiplie les injonctions et le ministre allemand des Finances déclare péremptoire « La France connaît ses obligations ». Allez-vous agir pour obtenir de la Commission le desserrement de cet étau et un ralentissement du rythme de réduction du déficit public? Et allez-vous convaincre nos partenaires de réorienter l'Europe vers la croissance et l'emploi en montrant à la veille des élections européennes du 25 mai qu'une autre Europe, oui, une autre Europe est possible? Un dernier point justifie notre soutien, votre attachement profond aux valeurs républicaines, que vous avez d'ailleurs très bien rappelé. La dernière campagne électorale a vu ressurgir chez certains des attitudes et des propos contraires à l'éthique républicaine. Le recours aux préjugés, le choix de l'intolérance, le rejet de l'autre traité en bouc émissaire, la stigmatisation de telle ou telle minorité, la critique implicite de telle ou telle confession. Désormais, la parole raciste, le discours xénophobe sont de retour, en oubliant tous ceux qui, venus d'ailleurs, ont contribué à écrire l'histoire de la France. Comme Gambetta et Zola, fils d'immigrés italiens, comme Joseph Kessel, né aussi à l'étranger et auteur du Chant des partisans, comme Manouchian et les résistants de l'Affiche rouge, fusillés au Mont Valérien. Pour combattre les dérives d'aujourd'hui, il faut appliquer strictement le code pénal qui interdit d'opérer toute discrimination fondée sur l'origine ou la religion et qui sanctionne la provocation à la haine ou à la violence. Il importe que le parquet engage plus activement et plus fréquemment toutes les poursuites nécessaires contre les auteurs de tels délits. Nous croyons fondamentalement à l'égale dignité des êtres humains et nous refusons qu'ils soient traités différemment selon leur origine, leur couleur ou leur confession. Autre valeur républicaine à préserver, la laïcité. Notre pays respecte toutes les croyances, il garantit le libre exercice des cultes, mais il n'en reconnaît aucun. Cette neutralité de l'État envers les religions permet à tous de vivre ensemble, par-delà les appartenances confessionnelles, qui doivent concerner seulement la sphère privée. De Jules Ferry à Jean Zay, les radicaux ont toujours été fondamentalement attachés à l'école publique et laïque, qui remplit une mission essentielle, accueillir sur les mêmes bancs tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur confession, leurs conditions. Cette école est le creuset même de la France républicaine. Elle est un des facteurs principaux de l'intégration et de l'unité nationale. Et je tiens à rendre hommage aux maîtres, aux enseignants de la République, qui contribuent chaque jour à maintenir et à conforter la cohésion de notre pays. Monsieur le Premier ministre, le principal impératif en ces temps troublés, en ces temps difficiles, c'est évidemment, comme vous l'avez dit d'ailleurs, de rassembler les Français. C'est de renforcer ce désir de vivre ensemble par lequel Ernest Renan définissait la nation. C'est de construire une société de concorde qui soit main tendue et espoir partagé. Nous faisons confiance pour cela aussi, pour bâtir une France plus humaine et plus juste, qui soit réellement attentive à chacune et à chacun,
et spécialement aux catégories modestes qui disposent de faibles revenus et vivent souvent dans la difficulté. Désormais, vous portez l'avenir de la République, une République qui soit fidèle à ses valeurs, à ses racines, à ses traditions, une République qui exprime son message spécifique, un message qui s'identifie à ces quelques mots, très simples, mais très nécessaires: respect, justice, fraternité. Merci, Monsieur Schwarzenberg.